À la question « Où ça cette fois ?» j'ai répondu « L'Écosse ». Ils ont ri, puis ironisé. « Ah oui, la cornemuse, le kilt, le whisky ?» J'ai pensé « Ça, ce sont les clichés ». Mais j'ai dit « Ben oui, et surtout la seule nature encore rebelle d'Europe. » Et j'ai encore pensé « Rebelle, comme les Écossais. » Très tôt, j'ai eu envie de cette terre un peu brutale, mais pas si lointaine. Une terre inspirée, celtique, très fière, peuplée de monstres fabuleux et d'hommes de légende, avec jamais très loin le rythme fracassant de la mer. En l'abordant, je savais que déjà, je l'aimais. L'Écosse surplombe la Grande-Bretagne. C'est le nord. Une seule frontière terrestre, 95 km, avec l'Angleterre. Pas de chance, disent-ils. Mais 130 fois plus de connivence avec l'océan, qui n'a de cesse de ronger ses îles et ses falaises. Terre cisaillée, fragmentée, avec des bennes, glennes, lochs. On dirait des prénoms, mais ce sont des sommets, des vallées, des lacs. Paysages variés, climat variable, sans prévision, sans sommation, limites caractérielles. Battue des vents et des vagues, alourdie de brume et de pluie, l'Écosse est l'une des dernières frontières sauvages de l'Europe. Une nature tourmentée, puissante et apaisante pourtant. Un bon 5 millions d'habitants concentrés surtout dans les Lowlands, les basses terres. Et plus on monte vers les hautes terres, plus on va vers le No Man's Land. Une fracture géologique coupe ces islands en deux. Une centaine de kilomètres et 3 grands lacs en enfilade, dont le fameux Loch Ness. Les hommes ont profité de cette faille pour y installer le canal calédonien, un super raccourci de la mer du Nord à l'Atlantique. Pour compenser la différence de niveau, ils ont construit des écluses en cascade, une prouesse technique il y a déjà 200 ans.
Climat et nature ont collaboré ici pour forger des hommes d'une trempe peu ordinaire. Un peuple attachant et fier qui s'est construit en traversant une histoire bouillonnante. L'Antiquité d'Écosse commence quand finissent les glaciations. Et elle se résume parfaitement dans les Orcades, un archipel du Nord. L'homme s'y sédentarise il y a 7000 ans, le Néolithique. Par exemple, à Skarabré, un des plus anciens villages d'Europe, sorti quasi intact des sables et devenu patrimoine mondial. Des pêcheurs, bien sûr, mais aussi des bergers, des paysans. Combien? Une centaine au maximum. Un mobilier de pierre, lits, armoires, cuisine équipée, et même des toilettes et des égouts. Le confort, pour l'époque. Une écriture primitive aussi, indéchiffrée. Skarabré est un site fascinant. Mais il reste un mystère non élucidé. Le village est déserté, évacué d'un coup, il y a 5000 ans. On ne sait toujours pas pourquoi. L'archéologie témoigne d'une vie communautaire et culturelle. Des villages habités, des lieux de sépulture, des mégalithes. Monuments orientés. Le couloir d'accès donne sur le soleil couchant du solstice d'hiver, vers la nuit la plus longue. On retrouve la symbolique du cercle planté de pierres levées. Les plus hautes au sud, les plus petites au nord. Orientation solaire encore. Pour tous les peuples, barbares ou civilisés, sous toutes les latitudes, le soleil reste le chrono idéal. « 27 monolithes sur les 60 à l'origine forment le cercle parfait de Brodgar. À l'image de Stonehenge, son contemporain, ce cercle, entouré d'un fossé, servait de calendrier ou d'observatoire astronomique à relier, certainement, à des activités d'agriculture et de mesure du temps. Brodgar témoigne sans aucun doute d'une société structurée et mystique. L'homme ici se donnait déjà des certitudes de savoir ce qu'il fait et où il va. Brûlons les étapes. Une succession d'invasions, et retenons celle des Vikings, aboutit au IXe siècle à l'alliance des Pictes et des Scots sous un seul royaume, la terre des Scots. L'Écosse est née, mais déjà jalousée par les Anglais du Sud qui cherchent à consolider leur grande île, la Grande-Bretagne. Très réactive, l'Écosse officialise l'Old Alliance, un accord avec la France, aux dépens des Anglais bien sûr, alliance du chardon et de la fleur de lys. Le chardon, leur symbole floral, avec pour devise « Nul ne me provoque impunément ». Et ça va se vérifier. En juin 1314, la bataille de Bannockburn vit la défaite des Anglais de Édouard II contre les troupes de Robert de Bruce. Nous avons rendez-vous 700 ans plus tard
pour y animer ce bon vieux temps. Ladies and gentlemen, give it up for King Robert the Bruce! Edward II. Horrible bastard! Ils revendiquent fièrement leur passé, leur histoire. Mais font-ils remarquer, s'ils se chamaillent parfois entre eux, ils ne sont ni conquérants ni envahisseurs comme les Anglais. The English are weak. It is now or never. Join me together. You can see here, they did his worst. À Bannockburn, les Anglais, pourtant 3 fois plus nombreux, essuyèrent la bouche écossaise. Résultat, une fragile souveraineté de 400 ans pour l'Écosse. Cependant, en 1707, l'Angleterre obtient finalement l'accord qui fonde le Royaume-Uni. Alex Salmond, chef du Scottish National Party, avait choisi 2014 pour ce référendum sur une nouvelle indépendance. Mais il a raté son pari. 700 ans plus tard, les Écossais ne disent plus « Scots un jour, Scots toujours ». Les annales historiques gardent les châteaux comme des sentinelles de mémoire. Ainsi de la citadelle de Dunnottar, réputée imprenable. William Wallace, dit Braveheart, l'assiégea et fit brûler vif la garnison anglaise réfugiée dans l'église. Autre joyeuseté, le château de Kildrummy. Il est incendié, la garnison et le châtelain exécutés, trahis par un forgeron, payé en or certes, mais qui lui sera coulé dans l'estomac. Je m'étonne qu'aucun Écossais, vu leur réputation, n'ait recherché la tombe du forgeron. Contrôlant l'accès aux Hébrides, le bastion de Dehart intégrait un réseau stratégique des MacDonald et des Maclean, des clans qui prirent part à toutes les révoltes contre l'anglais. Et cela jusqu'à l'acteur de James Bond, Sean Connery, acquis à la cause écossaise, et qui portait le kilt des Maclean de Dehart, lorsque la reine d'Angleterre, finalement, l'anoblit. Les Écossais sont fiers de leur château, plus de 2000 au total, pas moyen d'y échapper. Et il y en a pour tous les goûts, des demeures aux jardins exotiques, des bâtis très guerriers, très historiques, des palais d'atmosphère pour belles au bois dormant, romantiques et tragiques à la fois, des forteresses dont la légende se raconte au coin du feu. Le château de Blair a une particularité étonnante. Il est le seul à posséder un corps d'armée, les Atholl Highlanders. Ce régiment reste à ce jour la seule armée privée légale d'Europe, bataillon personnel du duc d'Atholl. Dans la réalité, un rôle figuratif et cérémonial et finalement assez symbolique. Il est rare de les voir en parade en dehors du périmètre de Blair Castle. Walter Scott a idéalisé la saga de Rob Roy, chef d'un clan MacGregor. Voleur de bétail à l'origine, Rob Roy s'est vu transformé en un Robin des Bois, dont le cinéma s'est emparé. J'ai retrouvé ici la tombe de ce héros littéraire de mon enfance.
Vieux châteaux, vieilles églises, vieux cimetières, tout est conservé, car tout raconte toujours une histoire. Les noms de famille définissent l'origine, tous des Mac, fils de Donald, Gregor, Kintosh, Kenzie. Une appartenance plus efficace qu'une parenté, plus stricte qu'une loi écrite. Hérité du passé celtique, le système des clans relie filiation, terroir et tradition. Avant de vous conter l'annexion définitive de l'Écosse au Royaume-Uni, je voudrais vous entretenir de quelques fantômes. Le château d'Arvrek est hanté. En échange de l'aide du diable pour le construire, le chef du clan MacLeod lui offre sa fille. Désespérée, elle se jette du haut de la tour. Son fantôme rôde toujours dans les ruines, mais je n'y ai vu que des moutons. La fiancée offerte au diable et son suicide subséquent est une légende inusable en Écosse. Dans ce château maudit des neiges, le comte George Sinclair emprisonne son fils, suspecté de rébellion. Pendant 7 ans, il le nourrit exclusivement de bœuf salé. Le pauvre périt fou assoiffé, et son âme hante encore les lieux abandonnés. À Dunrobin, la fille de la maison est cloîtrée par son père, et elle meurt en voulant s'échapper. Mais régulièrement, elle revient geindre dans sa chambre, maintenant condamnée. Les clans Mackenzie et MacLeod se disputent le château Eilean-Donan. Résultat, 50 soldats eurent la tête plantée sur une pique. L'un d'eux reprit sa tête sous le bras, et il hante, dit-on, le centre d'accueil et de souvenirs. Très fréquenté depuis, on a dû l'agrandir récemment. D'autres fantômes encore? Ça ne manque pas. Un joueur de cartes avec le diable qui perd son âme. Une donzelle aux mains coupées. Un troubadour sans tête. Une famille emmurée vivante, mais toujours turbulente. Un fantôme dans un château, et vous augmentez à coup sûr sa valeur immobilière. Je soupçonne les Écossais de perpétuer un monde imaginaire de revenants, de fées, de farfadets. D'êtres magiques liés à la terre, à l'eau, aux forêts. Des petits seigneurs de la nature qui travaillent au renouveau des saisons. Et ici, il y a du boulot. On peut avoir 4 saisons dans la même journée. Les fantômes, ce n'est pas suffisant. L'Écosse possède aussi des chimères. Très profond, le Loch Ness est assez spacieux pour loger Nessie, monstre à la réputation internationale. Parfois observé, souvent cherché, jamais trouvé. Mais avant Nessie, un excellent poste d'observation, le château d'Urquhart. Il figure au palmarès des plus visités. Le promontoire rocheux domine le lac. Position stratégique idéale, je n'aurais pas choisi mieux. Urquhart avait acquis la réputation de place forte imprenable, une caractéristique largement suffisante pour en faire un lieu d'affrontement. Convoitée à maintes reprises, la forteresse parle encore de clans en révolte, de mise à sac, de traîtrise. Cependant, pour qu'elle ne redevienne un lieu de résistance, les Anglais l'explosèrent en 1692. Depuis, les vestiges montent la garde au bord du mystérieux Loch Ness.
La légende de Nessie remonte plus loin, au VIe siècle, lorsque saint Columba, moine irlandais, sauve d'un signe de croix son disciple attaqué par une horrible créature non identifiée. On a pensé tour à tour à un dinosaure marin, une grosse otarie à long cou, un silure géant piégé là depuis des siècles, ou un serpent de mer tant qu'à faire. Nessie est surtout une entreprise industrielle parfaitement rodée, véritable patrimoine national. À lui seul, le monstre justifie 10% des rentrées touristiques. Trop de monde autour du Loch Ness. Bien plus calme est mon lac préféré, le Loch Lomond, au romantisme particulier. La chanson de Bonnie Banks of Loch Lomond raconte le retour d'un jeune soldat mort à la bataille de Culloden. Son fantôme se lamente de ne plus pouvoir se promener sur les berges avec sa fiancée. By yon bonny banks and by yon bonny breeze, the sun shines bright on Loch Lomond, where me and my true love will never meet again. On the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Oh, ye'll take the high road and I'll take the low road. I'll be in Scotland afore ye, but me and my true love shall never meet again on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Pour l'Écossais, la résistance contre son éternel rival anglais s'achève, mais c'est provisoire, à la bataille décisive de Culloden en 1746. La stratégie des Highlanders est digne d'un haka néo-zélandais. Narguer l'ennemi en montrant ses fesses et charger en gueulant très fort. En face, nouveaux fusils et baïonnettes, alors qu'ils en sont encore aux épées et vieux mousquets. En une heure, les clans écossais perdent 3000 hommes. Cette défaite entraîne une répression sanglante. Des milliers de victimes, y compris civiles. La langue gaélique est interdite, la cornemuse et le kilt aussi. Toute désobéissance est sanctionnée de mort. Autre conséquence, les Island Clearances, l'expulsion brutale des paysans. Terres saisies, habitations rasées, bétail confisqué, pour faire la place aux moutons, bien plus dociles. Refoulés vers les côtes, les cultivateurs se transforment en pêcheurs ou émigrent vers les colonies. Une diaspora toujours fière de ses origines. Cette politique des clearances est une épuration ethnique avant la lettre. Destruction planifiée du système des clans, éradication culturelle et identitaire.
Forcément, l'Écosse possède de solides traditions liées à la mer. Mais aujourd'hui, c'est la crise. Les pêcheurs font face au prix du carburant, à la réduction des quotas, à la pollution pétrolière dans la Manche, à la surpêche de l'Islande et à la concurrence de l'industrie intensive saumonière. Pour un pays marin, la pêche agonise. Ça fait mal. Rares sont ceux qui peuvent tirer leur subsistance de moyens devenus obsolètes dans un monde mondialisé. Malgré tout, le pays possède un fort potentiel économique et industriel. Nationaliste convaincu, Ed Duncan est certainement le meilleur photographe paysagiste d'Écosse. Pour lui, l'indépendance était une évidence. There is obviously a considerable amount of business and income in Scotland from tourism and oil and all the things that we know in whisky and all these kind of classic things. But there's also a history of innovation and engineering in Scotland, which has been, for the last 100 years, gradually shifted. That some of the parties who are supporting the referendum recognise that shift and believe in innovation and believe in how important technology is in trying to bring wealth back to the country. La capitale de l'île de Mull est Tobermory, un ravissant port qui pourrait servir de décor pour des films de pirates. Ici, l'automne le plus maussade trouvera assez de couleurs pour égayer les yeux. Superbement abrité, Tobermory est l'escale de rêve, non plus des rares bateaux de pêche, mais des voiliers de plaisance. Désacralisée comme bien d'autres, l'église catholique sert de centre d'artisanat et de souvenirs. Majoritaire, l'église presbytérienne d'Écosse se différencie de celle d'Angleterre. Ensuite vient la catholique romaine, 20% de la population. Venu d'Irlande, fin du VIe, le christianisme se répand en Écosse au départ de la minuscule île d'Iona. En face de Mull, sa grande sœur, Iona est l'une des plus petites îles habitées. Mais elle a pris une place considérable dans la chronique des religions. Iona compte bien plus de moutons que d'habitants, mais bien plus encore de pèlerins. Est-ce parce qu'ici débuta la christianisation avec le moine Columba, celui qui a croisé la route du monstre du Loch Ness? Ou parce qu'Iona est un antique centre cultuel des druides. Les premiers moines seraient, dit-on, les druides eux-mêmes, soucieux de préserver ainsi ce lieu sacré. Rappelons-nous que la fête d'Halloween, littéralement la veillée de Toussaint, trouve son origine dans le monde celtique. Restaurée mais envahie d'oiseaux, l'abbaye et le monastère sont édifiés sur l'emplacement du sanctuaire celte. Malgré la propagation du christianisme, les druides sont encore attestés sur place jusqu'en l'an 1000. Du coup, les légendes, ici, acquièrent un autre relief. Ainsi, il se raconte qu'à l'invasion viking, les moines se laissèrent massacrer pour préserver le mythique livre de Kells, un des plus anciens manuscrits enluminés. Plus mystérieuse encore, la chapelle de Roslin a fait couler beaucoup d'encre, dont le fameux Da Vinci Code de Dan Brown.
Il est vrai qu'on y trouve nombre de symboles d'origine complexe, chamanistes, celtiques, templiers, francs-maçons, rose-croix, islam et même chrétiens. Une encyclopédie de pierres sculptées. Deux piliers expliquent la plus célèbre légende de Roslin. En manque d'inspiration, le maître maçon part en voyage. Son apprenti termine seul le second pilier, torsadé, mais au retour, le maître jaloux et en colère tue l'apprenti, mais conserve le pilier. Plus au nord, sur l'île principale des Orcades, la cathédrale de Saint-Magnus n'a pas la même aura, mais elle est plus imposante. D'origine viking, Magnus est pacifique et croyant. Plutôt que de combattre, il prie pour pardonner son cousin, occupé à l'assassiner. Un peu plus tard, un évêque aveugle retrouve subitement la vue sur sa tombe. Magnus devient un saint et on lui érige sa cathédrale. Tous les jours, sauf le dimanche, le canon de 13 heures permet à chacun d'ajuster sa montre. Le château couronne la capitale de l'Écosse, Édimbourg. Ville d'histoire et de culture, Édimbourg exhibe un feu d'artifice de musées, expositions, concerts, festivals et spectacles toute l'année. La cité mélange les genres avec élégance. Population cosmopolite, centre d'affaires actif, ville estudiantine y animée. Verte et bien aérée, Édimbourg confronte sans complexe le moderne au conformisme. Et cela jusqu'au Parlement avant-gardiste qui s'affiche face au palais royal de Holyrood. Ce double visage, Édimbourg l'a toujours eu. Les nantis résidaient dans les hauts faubourgs, les miséreux dans les bas-fonds, où meurtre et trafic de cadavres étaient monnaie courante. Robert Louis Stevenson, édimbourgeois, y trempera d'ailleurs sa plume pour créer ses Dr Jekyll et Mr Hyde. Mais il les exportera à Londres chez les Anglais. Comme l'Irlande du Nord, l'Écosse se pose en nation occupée. En 1999, elle a récupéré son propre parlement. Mais en septembre 2014, le projet d'indépendance ayant fait un flop, elle exige l'autonomie augmentée que Londres a promise par peur de ce référendum. Tous les résidents, même non écossais, mais européens, ont pu voter. Si 3/4 se revendiquent d'être d'abord écossais plutôt que britanniques, moins de la moitié des habitants ont voté pour le Yes. Les No Thanks ont surtout eu peur de l'avenir économique, de perdre à la fois la livre sterling et l'Europe.
En gros, c'est « on vit bien comme ça, pourquoi changer ?» À l'opposé, les séparatistes, généralement plus jeunes, y voyaient l'occasion d'affirmer leurs valeurs, de décider de leur propre vie. Nous retrouvons Ed Duncan. Il avait mis beaucoup d'espoir dans la victoire du Yes. Cependant, il n'y voit pas une défaite. Well, I think the referendum was an opportunity for the Scots to take better management of their affairs. But it's a positive thing, despite what you can read around the newspapers. You know, I think it's a positive. Édimbourg est l'une des plus belles capitales d'Europe. Sympathique et accueillante et très facile d'usage. On s'y promène à tous les niveaux. Underground pour ses fantômes moyenâgeux, horizontal pour ses vieilles pierres et vertical pour les points de vue imprenables. Un profil urbain qu'on n'oublie pas. Malgré tout, l'Écosse garde un rejet atavique de l'anglais. Ça remonte à ses origines, un brassage de guerriers pictes, scots, gaëls et vikings, rien à voir avec les anglo-saxons du sud. Bien sûr, entre conquête, massacre et expulsion, puis exploitation, l'anglais n'a guère eu le temps de se faire aimer. Même si les drapeaux se sont mélangés, même si les seuls combats sont de rugby, et que les grandes discussions finissent au pub après le match. Les joyeux retraités de Dufftown savent que le Royaume-Uni paye leur pension. Ils n'ont donc pas voté pour l'indépendance. La soirée est aussi l'occasion de bingo et d'une loterie. 557. Ensuite, le karaoké, un moment de pur plaisir, une joie communicative, une génération qui se plaît à refuser la tristesse. Dans sa mutation d'automne, la nature refuse aussi la tristesse. Les souvenirs s'accrochent, plus beaux, plus flamboyants que jamais.
Au bout du cycle des saisons, la nature a cette chance de renaître sans cesse.